La semaine dernière, je reçois un coup de téléphone d'un de mes meilleurs amis et je décroche et il me dit: «Je viens prendre de tes nouvelles. Je viens sincèrement prendre de tes nouvelles.» Ça faisait 6-7 mois qu'on s'était pas eu au téléphone et tout de suite je comprends que c'est étonnant, qu'est-ce qui se passe? Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on va réfléchir sur le fait de passer du temps avec ceux qu'on aime. Parce que parfois, et très souvent, on regrette presque toujours d'avoir attendu trop longtemps. Ça va être un épisode où on va réfléchir un petit peu philosophiquement sur ce temps qui passe, sur le fait euh, de passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire aussi dire non? Est-ce que c'est finalement si compliqué? Est-ce qu'on dit non parce qu'on n'a pas envie de blesser la personne, ou est-ce qu'on dit non parce qu'on veut passer du temps avec cette personne-là? C'est tout ça qu'on va essayer de démêler, et on va essayer de trouver des vraies clés pour passer du temps avec ceux qu'on aime. Si vous aimez ce podcast aussi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lui mettre également 5 étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour le début de l'épisode. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont. On se retrouve pour un nouvel épisode de OBT. Et aujourd'hui, on va parler du temps avec ceux qu'on aime et pourquoi on regrette presque toujours d'avoir attendu trop longtemps. Il y a, comme je vous le disais au tout début dans l'introduction, ce qui m'a fait commencer à réfléchir à écrire ce podcast, c'est ce coup de fil d'un de mes meilleurs potes. On se voit chaque année, 1 ou 2 fois par an, donc c'est pas énorme, mais on passe des vacances ensemble. On s'est connus avant qu'on ait des enfants, avant qu'on soit mariés, etc. Et aujourd'hui, nos enfants, ils ont à peu près le même âge, et c'est génial. Et c'est vrai qu'on ne prend pas tout le temps des nouvelles, on s'envoie de temps en temps des textos, etc. Mais voilà, c'est pas tous les jours. Et ce qui m'a décidé d'enregistrer ce podcast, c'est que là, il y a mon père qui était chez moi il y a 10 minutes, là, il a passé la nuit, il revenait de voyage, et il passait vers chez moi et il m'a demandé s'il pouvait venir dormir le soir et repartir le matin. Donc aucun souci, on était dispo. Et c'est marrant parce qu'il a emmené ma fille au train. Ma fille, elle part tous les matins prendre le train, etc., pour aller à son école. C'est pareil, mon fils prend le bus, etc. Et il disait, c'est fou ce que le temps passe. Ils grandissent, et c'est vrai. Et puis moi, mes parents, je les vois pas non plus tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui va forcément au repas de famille, à tous ces trucs-là. Et le coup de fil de mon pote et la venue de mon père, avec toutes ces réflexions-là, je me suis dit, ça peut être intéressant d'en faire un podcast. Voilà, je vous ai un peu planté le décor. Et j'ai essayé d'expliquer un petit peu comment moi je vois la chose par rapport à la gestion du temps, par rapport à l'optimisation du temps, par rapport au fait de protéger son temps. Et on va voir les différentes étapes, ou on va dire les différentes astuces que je peux vous proposer pour éviter de regretter justement presque toujours d'avoir attendu trop longtemps de voir les personnes qu'on aime. Alors, il y a une phrase qu'on entend très très souvent, c'est « j'aurais dû passer plus de temps avec lui ». Et en fait, c'est vrai. Et ça fait sens. Et vous savez pourquoi mon meilleur pote, il m'a appelé? Parce que une des meilleures amies de sa femme est décédée en 10 semaines. Et ils ont découvert une tumeur au cerveau. 10 semaines après, elle n'était plus là. Et donc il s'est dit, il faut que je prenne sincèrement des nouvelles et je passe du temps, même si on ne se voit pas, mais qu'on s'appelle, etc. Parce que ça nous remet tout de suite la conscience que, on aurait dû passer plus de temps avec, évidemment, et c'est là où on a les regrets. En
En vrai, on l'entend tout le temps, ça, presque tout le temps, moi je l'entends, la phrase. Donc évidemment, on l'entend à différentes personnes, et cette phrase, elle reste la même. Comme si, quelque part, elle était un peu gravée, on pourrait dire, dans la grammaire du chagrin. C'est une idée que j'ai comme ça, là. On voit ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend tout le temps. C'est pas une coïncidence, c'est pas une faiblesse non plus, évidemment, propre à certaines personnes, mais c'est quelque chose qui est presque universel, et j'en parle dans mes formations sur la gestion du temps. Il y a Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne en soins palliatifs, qui a documenté, après avoir passé des années auprès des mourants. Et en fait, dans son livre, alors c'est les 5 plus grands regrets, alors en anglais, je sais plus comment ça s'écrit, mais elle recense en fait l'ensemble des regrets, les 5 regrets les plus fréquents exprimés en fin de vie. Et parmi eux, il y en a 2 qui reviennent en boucle, c'est avoir travaillé trop dur et ne pas avoir entretenu ses amitiés et ses relations. Et pas une seule fois, elle n'a entendu quelqu'un regretter d'avoir passé trop de temps avec ses proches. Et c'est justement tout l'objectif de ce podcast, parce que je pense que quelque part, vous le savez au fond de vous, et vous savez que le temps avec les gens que vous aimez est précieux. Mais entre le savoir et le faire, il y a forcément un gouffre, et c'est un gouffre aussi que la société, que l'époque, et parfois vous-même, ou nous-mêmes tout simplement, on creuse ensemble en fait, sans forcément s'en rendre compte. Alors il y a un paradoxe par rapport à ce regret, par rapport à ce qu'on peut faire concrètement pour ne pas finir par dire cette phrase qu'on entend justement trop souvent. Pourquoi il y a ce paradoxe ? On vit à une époque où on parle plus que jamais de slow life, de présence, de pleine conscience, etc. Il y a des livres sur le minimalisme qui, aujourd'hui, sont dans les rayons en librairie. Les podcasts sur le bien-être, ça explose. Ok, les podcasts, les livres, les formations éventuellement même. Et pourtant, collectivement, on court tous en fait. On court plus vite que jamais. Et ce paradoxe en philosophie, on va dire, on pourrait le rattacher à ce que les Grecs appelaient l'acrasia, c'est-à-dire agir contre son propre jugement. On sait que c'est bien de se reposer, mais on continue à scroller. On sait qu'il faudrait qu'on appelle notre mère, nos parents, nos amis, nos frères, etc. Mais finalement, on va le remettre à demain. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est simplement une fracture entre ceux qu'on veut profondément et ce qu'on va faire en fait dans l'instant. Et ce paradoxe, quelque part, il n'est pas uniquement en nous, en fait, il est nourri vraiment par la société dans laquelle on évolue. Et donc, il y a des sociologues, notamment Rosa, qui, dans son bouquin qui s'appelle Accélération, décrit en fait comment nos sociétés, on va dire les sociétés modernes en tout cas, sont structurées autour d'une logique de vitesse permanente, et le progrès technique, qui devait nous libérer du temps, en fait, en réalité, ça nous a rempli l'agenda. Pourquoi ? Par exemple, très longtemps, on a répondu aux mails, aux messages à 22, 23 heures, etc. On fait plusieurs choses en même temps en se disant qu'on est vachement efficace, alors que ce qui n'est pas vrai. On planifie, on va dire, des dîners de famille, des réunions professionnelles, parfois des semaines à l'avance. Et même quand on se retrouve, en fait, on se retrouve ensemble, parfois on est à moitié ailleurs, parce qu'il y a le téléphone qui est posé sur la table, comme une troisième personne, si vous voulez. Et moi, je vais régulièrement au restaurant, et j'adore observer les gens. Et les gens, même quand ils sont en couple, juste tous les deux, ils ne se parlent plus, ils sont sur leur téléphone, et encore plus les jeunes. C'est incroyable. Et nous, vous savez que quand on va au restaurant, on a une règle, c'est personne sort son téléphone, les enfants, peu importe, personne sort son téléphone. Et la dernière fois, j'étais encore dans une salle d'attente au médecin. Il y avait un couple de jeunes, ils étaient tous les deux sur leur téléphone. Donc, il est toujours là, le téléphone. Il y a cette personne, cette troisième personne silencieuse. Il y a aussi une injonction culturelle qui est profonde, qui est particulièrement vraie en Occident aussi, mais aussi du côté du Japon, mais c'est être productif. Le temps qui ne produit rien, en fait, le temps qui provient immesurable, est souvent vécu comme un temps perdu. Or, est-ce que passer une après-midi, on va dire, à ne rien faire avec son père, c'est du temps perdu? Est-ce que regarder les bagnoles qui passent, assis sur une chaise, en train de boire son café, c'est du temps perdu? Dans l'absolu, on pourrait dire oui.
Ça ne produit rien, ça ne coche aucune case, ça ne figure pas sur un CV ou un réseau social ou je sais pas quoi. Et pourtant, perdre son temps de cette façon-là, si on part du principe que c'est perdre son temps, ça peut être une des choses les plus importantes qu'on puisse faire. Et c'est pour ça que moi, je décline vraiment, il y a 5 temps, le temps obligatoire, le temps de travail, le temps personnel, le temps pour soi, le temps perdu. Ok. Ça peut être du temps pour soi, ça peut être du temps personnel. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien prendre conscience qu'est-ce qu'on appelle le temps perdu. Si on était un peu stoïcien, on pourrait dire que la vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons quelque part. Et à ce moment-là, on va pointer ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que les hommes courent, ils s'agitent, ils planifient des projets qui sont lointains, et quelque part, on va négliger l'essentiel, c'est-à-dire pendant qu'on remet à plus tard, eh ben, la vie, elle passe. Et ça, c'est vraiment un paradoxe. C'est vraiment un paradoxe qui est doublement alimenté, donc par nous, donc ce fameux acrasia, la procrastination affective, et par la société, l'accélération, le cul de la productivité, etc. Et c'est justement parce qu'il y a ces deux sources que c'est si difficile à dénouer en fait. Et c'est pour ça qu'on a des regrets, notamment de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'on aime. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, quand je parle de regrets, on ne parle pas forcément de grandes absences. On ne parle pas seulement du fils qui n'a pas rendu visite à sa mère pendant des mois, etc. On parle aussi et surtout des micro-absences en fait qui s'accumulent. Par exemple, ça va être ce week-end-là où votre pote vous a proposé de venir chez lui, vous a dit bah, je suis fatigué la prochaine fois. Cette soirée que finalement vous n'avez pas organisée parce que la logistique semblait trop compliquée, etc. Tous ces coups de téléphone que vous avez remis parce que vous attendez d'avoir plus de temps pour vraiment discuter. Ces vacances avec vos parents, par exemple, que vous avez repoussé d'année en année en disant qu'il était encore temps, etc. Le regret vraiment dont on parle ici, c'est celui, quelque part, des occasions ratées. Pas des grandes trahisons, des ruptures, etc. hein. C'est juste des petits noms qui vont s'accumuler jusqu'à former, en regardant derrière, en fait, un grand vide et un grand nom. Et ce regret, il a une particularité qui est cruelle, c'est qu'il arrive presque toujours trop tard, en fait. Pas trop tard pour agir en général, mais trop tard pour agir avec cette personne-là. Et c'est là, en fait, que réside toute la douleur. Il y a Heidegger, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce bouquin, ou si vous connaissez ce philosophe, dans son bouquin Être et temps, il introduit en fait le concept d'être vers la mort. C'est-à-dire que la conscience, que notre existence est finie, et ben c'est ça qui va donner du sens à nos choix. On est tous d'accord, enfin on est presque tous en tout cas d'accord pour dire qu'on a peur de la mort. C'est pour ça qu'on fait les choses. Moi par exemple, ma plus grande peur, ce serait de mourir, de regarder ma vie et de me dire putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, alors je voulais le faire, etc. Donc c'est pas morbide, au contraire, c'est vraiment une invitation à vivre de manière authentique en choisissant vraiment ce qui compte plutôt qu'en suivant, on va dire, un peu tous les diktats de l'époque ou de l'entourage. Et donc, Heidegger, il dirait que la mort n'est pas une tragédie abstraite à éviter, c'est simplement le miroir qui te montre ce que tu choisis vraiment de faire de tes journées. Alors comme ça paraît un peu cru de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et le regret dont je parle, c'est le signe que quelque part, on n'a pas vécu de manière suffisamment authentique. On a laissé des forces extérieures, comme le boulot, comme les obligations, la fatigue, les habitudes, etc., quelque part décider à notre place de comment remplir notre temps. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil, c'est on pense souvent que les personnes qu'on aime seront là tout le temps. Quelque part, on s'habitue à leur présence, on naturalise leur présence. On s'est dit, bah, je passerai du temps avec lui quand j'aurai fini ce projet. Je lui rendrai visite, je sais pas moi, cet été, au printemps, etc. On se verra aux prochaines fêtes. Et en vrai, la mort, et plus généralement l'absence, ben ça nous rappelle que brutalement, cette permanence supposée, c'était une illusion. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je sais que chaque fois quand mes enfants partent à l'école, je leur fais un bisou. Je veux les voir partir, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment ça, prendre aussi conscience. Et en vrai, ce qui nous est le plus cher, c'est aussi ce qui nous est le plus vulnérable. Et c'est justement parce que les relations humaines, elles sont fragiles, elles sont mortelles, elles sont limitées dans le temps, qu'elles ont quelque part une valeur inestimable. Et du coup, leur finitude, c'est pas leur défaut, en fait, c'est leur essence même, si vous voulez. Alors maintenant, on vient aux solutions. Là, je vous ai un peu saqué le moral. Maintenant, comment faire pour passer plus de temps avec eux?
Je vais pas faire une liste de productivité, allez, 5 conseils, etc. Bloque ton temps, bloque ton agenda, etc. Parce que quelque part c'est faux, mais aussi parce que si c'était si simple, on l'aurait déjà tous fait. Je veux juste essayer de proposer quelque chose de plus profond, un changement de regard, de perception, d'abord, et puis ensuite quelques leviers concrets. Parce que en vrai, je suis le premier à vous dire, protégez votre temps. Je suis le premier à vous dire, dites non quand vous n'êtes pas disponible, etc. Et j'ai envie de dire, il faut l'adapter aussi en fonction de la personne qui va arriver. Euh, c'est ça qui va être important. Et je me rends compte de plus en plus, moi, notamment simplement avec mes parents qui vieillissent au fur et à mesure, moi qui n'étais pas du tout famille, qui prenais pas forcément de nouvelles, etc., sauf de ma famille, mais très proche, c'est-à-dire que ma femme, mes enfants. Après, moi, j'avais. Voilà, je coupe assez le reste. En fait, je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis en train de me rendre compte que, ouais, le jour où ils vont partir, je vais le regretter de ne pas avoir passé ce temps-là avec eux. Donc voilà, avec eux, puis avec mes amis aussi, etc. Donc c'est en train de mûrir chez moi, ça. Donc première des choses, changez votre rapport au temps. Le premier obstacle, c'est de croire que le temps de qualité doit être du temps optimisé. En fait, on se dit, oh bah tiens, je vais organiser un vrai week-end avec mes amis, quelque chose vraiment de top, de mémorable et tout, avec un programme, une super destination et tout. Et puis ça n'arrive pas parce que ça demande trop d'énergie à organiser, etc. Et du coup, là, on va confondre qualité et intensité. Alors évidemment, c'est possible de le faire, et c'est génial si vous arrivez. Mais vous pouvez faire aussi un truc beaucoup plus cool, si vous voulez. La réalité, c'est que les moments les plus précieux sont souvent les moments les plus ordinaires. C'est cette conversation que tu as eue à table avec ton pote, avec tes enfants, ou jusqu'à minuit, je me rappelle, une fois on avait fait des cousinades, on avait dormi à la belle étoile et tout, c'était génial. Enfin, euh, et puis tu discutes, tu refais le monde. Voilà, ça c'est des moments hyper importants et hyper qualitatifs. En fait, on fait rien de spécial, mais on est simplement là, on est dispo, etc. Et ça, c'est très fort. Donc, il faut vraiment distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vous ne contrôlez pas combien de temps il vous reste avec les gens que vous aimez, ok. En revanche, vous allez contrôler ce que vous allez choisir de faire par rapport au temps présent. Et ça, c'est hyper puissant. Donc, vraiment changer ce rapport au temps. Ensuite, dire non ailleurs pour dire oui ici. Ça veut dire quoi? Protéger son temps, évidemment, c'est une vraie compétence. Mais parfois, on la mobilise vraiment dans le mauvais sens. Et ça m'est arrivé de le faire. On apprend à dire non, évidemment, aux sollicitations professionnelles, aux réseaux sociaux, aux loisirs solitaires, mais on dit rarement non aux obligations sociales, qui sont des fois superficielles, pour dire oui aux relations profondes. Et donc, il y a une différence entre passer du temps avec des gens par obligation ou par habitude, et choisir activement de passer du temps avec les personnes qui comptent vraiment. Et ça demande une forme de courage, parce que ça veut dire décevoir certaines personnes, sortir de certaines routines sociales et assumer ses priorités. Et c'est là-dessus où moi je suis dans le oser dire non par rapport à ça. Et il y a Lévinas, je ne sais pas si vous connaissez, pareil c'est un autre philosophe, qui plaçait la relation à l'autre au cœur de son éthique. C'est-à-dire que pour lui, la responsabilité envers l'autre, donc le visage de l'autre, et c'est comme ça qu'il disait, c'est la première. Donc avant toute règle, avant toute institution, être vraiment présent à quelqu'un, d'après lui, ce n'est pas un luxe. C'est une réponse à quelque chose qui est fondamentalement humain. Vraiment, je vous invite à aller lire ces bouquins, ou à faire des résumés avec l'IA, peu importe, mais ça peut être intéressant. Troisième chose, ne pas attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment, on le sait tous. Le projet il finira, il y en aura un autre, etc. Les enfants ils vont grandir, les parents ils vont vieillir plus vite, etc. Les amis vont déménager, les corps évidemment on va affaiblir. C'est pas beau à voir. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui, ceux qui ont mon âge, moi j'ai un peu plus de 40 ans, on voit autour de nous nos tantes, nos grands-mères, etc. Moi j'ai encore mes deux grands-mères, dont une qui a 102 ans. On voit nos parents vieillir, etc. Donc c'est pas le moment le plus fun de notre vie. Mais il y a une des idées les plus libératrices quelque part, qui vient du bouddhisme. Alors, j'ai plus le nom de la personne qui disait ça, enfin du bouddhiste qui disait ça, qui parle évidemment du moment présent comme quelque part une unique, lui appelle ça la demeure, une unique demeure réelle. Pas demain en fait.
pas quand les choses se seront calmées, c'est maintenant, c'est cette semaine, c'est ce mois-ci. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que envoie le message maintenant, envoie le SMS, propose la date maintenant. Et ne fais pas d'un truc hyper grandiose ni parfait. Fais-le simplement, en fait. Vous voyez, c'est ça le ne pas attendre le bon moment. Et c'est vrai que ce moment présent, moi j'aime bien le moment présent comme unique demeure réelle, c'est exactement ça. C'est que on se voit là, on se dit, ok, c'est maintenant que je dois le faire. Vous voyez? Quatrième chose, c'est être vraiment présent quand vous êtes là. Il ne suffit pas d'être évidemment physiquement présent dans la même pièce. Je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné. On était là physiquement, mais pas mentalement. Okay. La présence, quelque part, ça se construit. Ça demande aussi de poser son téléphone, d'écouter vraiment, et pas en attendant son tour de parler, etc. C'est vraiment de regarder la personne en face de soi, comme si c'était peut-être la dernière fois, quelque part, que vous alliez la voir. Parce que d'une certaine manière, dans l'absolu, on pourrait dire, ça l'est presque toujours, en fait, la dernière fois que je vais la voir. Donc, en fait, il y a des psychologues qui ont montré que ce qui construit les liens solides, c'est pas la fréquence des grands moments, mais c'est la qualité des petits. C'est plein de petits moments sympas. Ça va être tous ces regards qui vont être échangés, ça va être les questions sincères, les silences qui n'ont pas besoin d'être remplis, etc. Et ça, la présence pleine, c'est vraiment incroyable. Et enfin, un dernier levier, c'est accepter l'imperfection du temps partagé. Arrêtez d'attendre que les conditions soient parfaites, je l'ai déjà dit, et ça c'est vraiment le driver soit parfait. Quelqu'un vient, la baraque elle est pas rangée, peu importe, vous êtes fatigué ou quoi, ok, vous avez le droit d'être fatigué avec les autres, le dîner c'est pas un dîner de dingo, c'est pas élaboré, machin, vous avez une pizza, peu importe, ça vaut infiniment plus de se caler un repas gastro, etc. Si vous voulez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que souvent, enfin moi j'ai une expression qui vient, c'est on se fait ça à la bonne franquette, comme si on s'excusait de le faire, mais moi, j'ai aucun problème de le faire. Parce que des fois, on se met une pression terrible sur ce que le temps, en fait, partagé doit être. On veut que ce soit beau, on veut que ce soit mémorable, on veut que ce soit sans accroc, et il y a cette pression. Et paradoxalement, quelque part, des fois, ça empêche le temps partagé d'avoir lieu. Et du coup, l'imperfection du moment qui est vécu vaut toujours mieux que la perfection du moment qu'on a imaginé. Franchement, ça c'est quelque chose, pour le coup, c'est un levier que j'ai vraiment accepté. J'ai aucun problème qu'on me reçoive et qu'on me dise « Ah bah j'ai pas eu le temps de préparer à bouffer, oh bah on fait des pâtes, on fait des machins. » Mais ça me va très bien, tant qu'on est ensemble, tant qu'on discute ensemble, tant qu'on rigole ensemble, tant qu'on se marre, etc. Le reste, je m'en fous, on se fait une pizza, on se fait un truc. Même un McDo, c'est pas très grave. Et ça, c'est hyper important d'accepter cette imperfection du temps partagé, et encore plus si c'est nous qui recevons. Il y en a qui se mettent la rate au courbouillon parce qu'ils reçoivent des gens. En fait, fuck. Est-ce que les gens ils viennent parce que tu fais bien à manger ou est-ce qu'ils viennent pour te voir? C'est la question à se poser. Donc pour conclure cet épisode qui est un petit peu long, vous donnez mon avis ici. Si vous écoutez ce podcast-là, quelque part, j'imagine que aussi vous avez des personnes en particulier qui vous viennent à l'esprit, une personne avec qui vous avez prévu de passer du temps depuis un moment et que vous ne l'avez toujours pas fait. C'est peut-être le signe que vous devez la contacter maintenant, pas demain, juste après avoir écouté ce podcast-là, et pas forcément non plus quand vous aurez moins de travail. Je crois vraiment, mais vraiment profondément, que l'une des formes les plus nobles, quelque part, de l'humain ou de la sagesse humaine, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est de comprendre que le temps avec les gens qu'on aime, évidemment, hein, le temps avec les gens qu'on aime, avec qui on a envie de passer du temps, c'est pas un luxe qu'on s'accorde quand tout le reste est fait. Quelque part, ça doit rester le cœur. C'est la raison pour laquelle, normalement, on fait tout le reste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, quelque part, elle a une façon de nous occuper, de remplir nos journées, de remplir des choses urgentes, de notifications, de projets, etc., de performances aussi. Et pendant ce temps-là, il y a les personnes qui vieillissent, qui changent et qui peuvent disparaître. Et je vais citer un philosophe, un empereur romain que peut-être vous connaissez, certainement même, qui s'appelle Marc Aurèle. Son bouquin Penser pour moi-même, moi je l'adore. Avec Sun Tzu, c'est fait partie de mes 2 livres qui sont sur ma table de chevet.
et c'est littéralement vrai, il disait « Limite-toi à ce qui est nécessaire dans chaque pensée et dans chaque acte ». Donc, c'est ça qui est important. Pas ce qui est bruyant, ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, souvent, c'est d'appeler, c'est d'aller voir, c'est de rester, c'est d'être là, au moment présent. Donc, je dis pas, évidemment, de tout abandonner, pour vivre dans une cabane et couper du monde, bien que parfois, moi, ça me traverse vraiment l'esprit. Je dis simplement que si, dans 10 ans, vous allez regarder en arrière, qu'est-ce que vous allez regretter de ne pas avoir fait, qui vous ne regretterez de ne pas avoir appelé, rejoint, écouté, etc. Voilà. Et c'est vrai que parfois, ce monde-là, moi, il me rend tellement fou, parce que c'est speed, c'est machin, j'ai envie de me barrer tout seul dans ma cabane au fond des bois ou dans la montagne, et puis inviter tous mes potes, en fait. Tous mes amis, toute ma famille et tout, leur dire, venez là, tranquille. Voilà. Bref, une dernière chose de Marc Aurèle, il ne faut pas vivre comme si on avait 10 milliers d'années devant soi, vis comme si c'était la fin, ou comme si la fin était là, je crois que c'était les propos exacts. Voilà pour cet épisode un peu particulier de OBT. Donc, en tout cas, si vous voulez vraiment aller plus loin, si vous voulez comprendre votre perception du temps, justement, essayez de mettre en place des choses intéressantes et pas d'empiler simplement des outils. Et bien évidemment, il y a notre formation, le système Timer. On vous accompagne vraiment là-dedans par rapport à votre réalité de vie. C'est ça qui va être important, et comment mettre en place les choses par rapport à votre vie. Et on vous fait prendre cette conscience de votre relation au temps, comment y faire face, derrière pour retrouver justement la sérénité du temps avec vos proches. Donc il y a une formation qui existe en ligne, et il y a une formation également que je donne régulièrement chaque année, en présentiel sur Annecy, mais aussi partout en France, s'il y a besoin. Et ça peut être, ces deux formations peuvent être entièrement financé par votre OPCO, parce que j'ai mon organisme de formation qui est certifié, Calliope. Voilà, j'en ai terminé pour, pour la pub. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Pensez à mettre 5 étoiles, à vous abonner au podcast, ça me fera très plaisir. Ciao.